Ça, c'est une vue stéroscopique de la fameuse fontaine qui est dans le square, qui s'appelait à l'époque Solferino, à Rouen, en face de chez lui. C'est pas chez lui, ouais, c'est chez la ses maison de ses parents. Ouais. D'ailleurs, sur la plaque, il y a une plaque pour dire que les Duchamp ont habité là. Donc il y a son nom, et il y a sa date de naissance et pas sa date de mort. C'est le problème et l'avantage de Duchamp, c'est que quand on met son doigt dedans, d'abord, on est aspiré. Et après, ça se passe par strates. C'est-à-dire quand on comprend quelque chose et qu'on pense l'avoir évacué, et ben en fait, on passe à un niveau supérieur. C'est un peu comme les jeux vidéo, quoi. C'est de plus en plus compliqué. Donc en fait, ce que je crois sincèrement, c'est qu'on comprendra Duchamp dans 200 ans, quoi. On n'a pas encore les outils pour comprendre Duchamp. J'ai un pressentiment par rapport à ça. Ouais. Ah oui. Puis, je me suis d'abord attaché à une idée qui consistait donc à éditer dans une version abordable la boîte en valise, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais je ne me suis pas vraiment intéressé plus que ça aux œuvres. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre comment ça avait été fait, comment je pouvais le reproduire, mais c'est-à-dire c'est par ce biais-là que je suis rentré dans l'œuvre. Alors, la boîte. Alors la boîte, Madine quoi? Attends, C'est pas marqué Made in China, mais c'est fait en Chine, ouais, quand on veut produire au moindre prix pour le plus grand nombre. Donc ça fait pas partie de la boîte, c'est juste pour le transport. Donc j'ai refait des prototypes, en fait ça a duré 5 ans, je suis plutôt content d'ailleurs, parce que si on avait édité la première version, je pense qu'on aurait été très très loin de la qualité finale. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a jamais rien fini. Donc en fait, en laissant les choses un peu inachevées, il laisse effectivement une porte ouverte à ceux qui voudraient, qui veulent bien s'y engouffrer, d'essayer de trouver des solutions aux problèmes sur lesquels il ne s'est pas plus étendu, quoi. C'est-à-dire qu'il a placé un certain nombre de choses, et puis, mais que ce soit même autant théorique qu'au niveau des œuvres. Et il va pas au bout. Donc forcément, à un moment donné, certaines personnes pensent qu'elles peuvent résoudre ou prolonger cette chose. Plus ou moins intéressante. L'histoire du peigne, par exemple, dont on dit toujours que c'est un peigne à chien. Alors ça, c'est un peigne à chien. Mais un peigne à chien, il est beaucoup plus fin que celui-ci, et il n'a pas les 2 trous. On disait que c'était un peigne à chien, et moi je me suis aperçu qu'en fait, ces 2 trous-là, ils servaient, ça c'est un objet de l'époque, à maintenir donc une poignée, et c'est en fait un peigne à cheval. Bah, déjà, c'est ton petit apport à l'histoire de l'art. Ça change tout. Le fait que ce soit pas un chien mais un cheval. Et alors, donc ça, le trébuchet. Ah ouais, mais ça c'est le trébuchet. Vous avez devant vous le trébuchet. Là t'es fier, là. Ah ouais, mais c'est sûr, c'est celui-là. Enfin, je veux dire, tu regardes les photos d'époque, c'est sûr, c'est celui-là. Aucun doute, aucun doute. Là, il est redessiné, il est hors proportion en fait. Donc il est grossi, il est redessiné. On voit très bien qu'il est redessiné sur l'image. C'est celui-là. Alors raconte-nous, là, d'où ça vient cette démarche de retrouver des objets des jumeaux des ready-made? Parce qu'en fait, les ready-made qui sont en place dans les musées sont des faux. Enfin, sont des reproductions, donc pas des ready-made. Ça, c'est une contradiction. Une contradiction de taille. De taille. Donc en fait, je collectionne comme ça un certain nombre d'éléments qui constituent comme une enquête. Mais effectivement, un copain un jour m'a dit mais qu'est-ce que tu veux prouver en fait? Et ça, je le sais même pas. Tiens, regarde. Ça, c'est des types qui testent les. Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends pas. Ils testent la solidité des vélos. Oui, d'accord. Et où est-ce qu'il est le rapport avec Duchamp, là, à part la roue de bicyclette À part la roue de bicyclette, non. À part la roue de bicyclette, Aujourd'hui, quel que soit le sujet qu'on traite dans l'art contemporain, c'est difficile de commencer sans Duchamp. Parce que mais à la manière des échecs, c'est-à-dire que si on considère le système de l'art comme un échiquier, il a fait des coups.
C'est-à-dire qu'il a déplacé à un moment donné des pions qui ont changé toute la donne. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après Duchamp en ce qui concerne notre rapport à l'art. Oui. Ouais, enfin, il lui avait demandé à plusieurs... Ah, j'ai oublié, regardez. C'est lui qui lui a dit de refaire le porte-bouteille aussi. C'est le porte-chapeau. Mais alors, c'est pareil, ce qui est intéressant sur le porte-chapeau, c'est que la reproduction de Schwartz est en fait la multiplication de simplement cette partie-là. C'est-à-dire que c'est pas du tout une reproduction d'un porte-chapeau. Il aurait pu retrouver un porte-chapeau. Celui-ci, il est édité par Fischl. Il y en a. Alors, je ne sais pas si c'est celui de Fischl, l'original, ou celui de Tonnet. Si une ombre en 2 dimensions est la projection d'un objet en 3 dimensions, alors l'objet en 3 dimensions est la projection de quelque chose qui a 4 dimensions. Par rapport à ta pratique artistique ou à même l'enseignement que tu as reçu, etc., sur Duchamp, c'était pas un personnage qui a été emblématique pour toi Mais si. Moi, peut-être que c'était une figure que j'avais évacuée simplement pour à un moment donné réussir à faire quelque chose. Enfin, je veux dire, on pense pas à Nips à chaque fois qu'on fait une photographie. C'était un peu comme ça que je l'avais vu, quoi. Air de Paris. Un petit dépôt dans le fond, donc du cérame physiologique d'époque. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Là, franchement, tu peux être fier de ça. D'époque, il a retrouvé le truc d'époque. Mais donc ça, cet objet d'époque, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une ampoule pharmaceutique, c'est-à-dire c'est ce qui... elle a un crochet parce qu'on l'a suspendée comme ça, et puis tout le nécessaire. Maintenant, c'est des pochettes en plastique. Mais alors bon, je ne l'ai pas vidé, hein, j'aurais pu la vider, mais bon, puisqu'il faut retrouver les choses... Par rapport à sa biographie artistique, sa progression dans sa notoriété, il y a quand même des vides étonnants. Alors pendant lesquels il joue aux échecs, il fait 1 ou 2 choses, quelques bricolages, mais ça semble inconcevable qu'il y ait sur plusieurs dizaines d'années d'inactivité une quelconque stratégie. Et pourtant, tout tente à montrer, tout tente à penser qu'il a créé du mythe. Et tout fonctionne comme sur un mythe, c'est-à-dire que on a rien, en fait. Le mythe, c'est ça, c'est qu'on n'a rien. J'ai retrouvé le fameux livre qui sert au Ridimède malheureux, c'est-à-dire l'ouvrage de mathématiques feuilleté par... Le traité de géométrie. Le traité de... Ah, le voilà. Donc Duchamp se sert, demande à sa sœur de le mettre sur le balcon pour qu'il soit feuilleté par... Très joli, moi je trouve ça très beau. Feuilleté par le vent. C'est vraiment de la poésie, ça. Voilà. Et quand on recherche la page qui est donc reproduite, en fait, elle n'existe pas, cette page. L'urinoir et la manière dont l'image de Stedlich peut être diffusée fonctionne vraiment comme du mythe. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'objet, mais il est quand même placé, et ça de Duve en parle très très bien, il est quand même placé dans le système de l'art immédiatement. C'est-à-dire que quand Duchamp le donne à Stedlich pour être photographié, Stedlich a aussi une galerie, donc ça permet de valider tout de suite l'objet dans le système de l'art. Enfin, il y a une œuvre derrière. Toute cette scénographie, elle est suffisamment fine pour penser qu'elle n'est pas laissée au hasard. Et pourtant, on n'en parle pas après, mais pendant des années. Donc c'est quand même difficile d'imaginer que, alors tu dis 33 ans, je n'avais pas calculé, mais d'imaginer qu'un artiste, tout en étant extrêmement stratège et visionnaire, puisse abandonner comme ça le terrain d'une œuvre révolutionnaire. Donc c'est forcément pas calculé. Enfin, il pouvait pas. Et puis il semblait tellement détaché quand c'est réapparu aussi. C'est assez étonnant. C'est pas sur ces repros là. C'est marrant ça. Elle est où? Ah oui, c'est là. C'est quand même étonnant. Ça, je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est penché à savoir ce que c'était.
Tous les Duchampiens, à un moment donné, se frottent à une espèce d'échec. Et qu'il est très difficile d'admettre. C'est un peu comme les scientifiques, tu sais, qui reconstituent un crâne pour à un moment donné prétendre qu'ils ont réussi à résoudre le problème du chaînon manquant. Je pense que quand on s'engage dans une recherche comme celle-ci, il y a un niveau de frustration au bout d'un moment qu'il faudra bien s'avouer d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, c'est sûr, tout ça prend du temps, c'est prenant. Je ne sais pas si ça va mener vraiment à grand-chose. Ma femme dit qu'en fait, je fais ça parce que Duchamp, ça résiste. Et que le reste de l'art, ça ne résiste pas. C'est une bonne raison. Ouais, c'est vrai. Entre les choses qui sont incompréhensibles parce qu'elles sont incompréhensibles et les choses qu'on comprend trop vite parce qu'elles sont bêtes. Et j'ai trouvé ça parce que c'est assez résistant, c'est de la vachette, pleine peau, voilà, teinte, j'en ai d'autres. Celles-là commencent à être assez usées, hein. Elles ont cheminé, voilà, c'est... Et Marcel, dans tout Ça ça, impressionne toujours les filles. c'est Marcel dans tout ça. Marcel, c'est une plus longue histoire que ses bottes. Donc évidemment, c'est, étant donné que le ready-made a vaincu, d'une certaine manière, à savoir comment il a vaincu, c'est-à-dire qu'il a subsumé la catégorie d'objet d'art sous celle de l'objet. Donc l'objet d'art est devenu une catégorie de l'objet au XXe siècle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à en sortir, parce que l'œuvre, elle est restée un peu en dehors de la catégorie absorbée par celle d'objet d'art. Et le ready-made a toujours cette dimension d'œuvre non faite, hein, c'est-à-dire non faite par un artiste, c'est la meilleure définition, c'est une œuvre qu'un artiste n'a pas faite, comme dit Duchamp à la fin de sa vie. Donc il ne s'agit pas évidemment de contrefaire cette chose qui n'est pas faite par un artiste, mais de réinvestir le processus de l'élaboration de la chose toute faite. Parce que la première fois qu'on a vu ce truc-là, on l'a mis sur une table, on s'est dit qu'est-ce que c'est ? Et puis même, je l'ai mis, et du coup, ça devient comme une espèce d'oracle. Et quand j'avais 12-13 ans, on m'a offert un petit livre sur Dada et le surréalisme. Celui qui m'avait le plus intéressé à l'intérieur, c'était quand même le plus énigmatique, Marcel Duchamp. J'ai découvert qu'il n'était jamais tout seul. On citait toujours Duchamp avec son ami Picabia et son autre ami américain Man Ray. Et j'ai fait une espèce de mixte des trois, c'est-à-dire j'ai utilisé leurs prénoms, Marcel, Francis, Man, donc ça donnait Maframan, et Duchamp, Picabia, Ray, ça a donné Dupiray. Et ce personnage, le Maframan, que j'ai appelé assez vite le Maframan Dupiray, était le créateur d'une anti-école d'art qui n'avait qu'un seul adepte ou qu'un seul écolier ou collégien, parce qu'à l'époque j'étais au collège, qui était moi. Et au fond, avec le temps, c'est-à-dire... Donc ça, c'est le portrait du Maframan. Donc ça, c'est le portrait de Man Ray, Picabia et Duchamp. C'est ça. Ça, c'est pour faire un petit tour sur les inspirations. Ça, c'est un dessin, voilà, aussi, qui date de ces années de transition jeunesse où j'essayais de... Bon, là, non, là, on est en 87, donc je suis quand même tout à fait formé. J'ai 22 ans. Donc, donc c'est vraiment un gribouillis au feutre, mais qui reprend la figure d'étant donné, compatible avec la question de qu'est-ce que c'est que être là, qui est la question que je me pose en lisant Heidegger, parce qu'à l'époque, je me suis lancé dans des études de philosophie, et le titre de ce petit crowbar s'appelle « Étant le là donné ».
étant le là donné. Et étant le là, c'était la traduction qu'on avait trouvée pour le Dasein, mais qui était un peu amusante en français, étant le là. Mais pour moi, Duchamp et Heidegger, ça participe d'une même recherche. Mais on est quand même dans cette question que l'homme n'est pas une chose. Quelque chose que résume un peu Sartre dans sa formule. L'homme n'est ni une mousse, ni un chou-fleur, ni une pourriture. Je pense que Duchamp, lui, s'emmerdait même pas à le dire, ça. Oui, mais il l'a formulé avec des choses, concrètement. Tandis qu'Heidegger, effectivement, il le formule avec une déconstruction conceptuelle de la métaphysique occidentale. Duchamp, pour moi, n'est pas assez connu comme penseur, mais un penseur visuel, concret, un penseur de l'expérience effective, pas simplement un théoricien et un scribouillard de concepts. Voilà. C'est pour ses 100 ans, donc on est en 1987. Je fais une petite commémoration, très personnelle et à caractère privé, je vais dire. Donc avec un poème, voilà, qui est sur une boîte métallique de bande magnétique. À l'époque, je faisais des émissions de radio. L'ensemble donc se compose de ces deux éléments emboîtés. Donc d'un petit miroir circulaire, bonjour caméra, autoportrait hypermétrope, donc sur l'hypermétropie dont je suis affligé, et avec une lame de rasoir qui est collée dessus. Et en fait, c'est l'histoire de se regarder sain, c'est-à-dire avec une auréole. Voilà. C'est une petite chose qui est signée d'ailleurs de 1987, mais que je n'ai jamais montrée. Duchamp, c'est un peu un saint pour toi? Non, c'est plutôt une lame. Alors là, c'est vraiment, là je fais, j'ai fait travail des fans. Ah, mais c'est qui lui? Là, j'ai fait travail des fans. Donc c'est un post-it sur lequel j'ai dessiné ici au crayon noir. Ce portrait est vraiment très très étonnant parce que c'est un portrait d'anticipation photographique. C'est Marcel Duchamp à l'âge de 85 ans, publié dans le numéro de la revue View. Il s'est maquillé, il s'est grimé en vieillard, il a mis un béret sur sa tête, il s'est vieilli donc avant l'âge, avec un regard vraiment intérieur, qu'on ne voit pas ses yeux. Là, on est vraiment dans un œil fermé, refermé sur lui-même, presque son masque mortuaire. C'est-à-dire, il fait faire dans une photographie anticipative de ses 85 ans un masque mortuaire en vie. Je ne voulais pas que ça ait ce côté précieux. Donc, d'où le post-it. Je ne voulais pas faire du chant vraiment citationnel sur un objet de luxe. La Fontaine. Eros, c'est la vie. Ça, c'est le grand verre exposé à Philadelphie avec l'effet de lumière. C'est un peu naïf, quoi. C'est-à-dire, mais je me suis bien fait chier parce que j'ai fait même les brisures du grand verre, les cassures du verre à l'ongle. Alors, ce qui est intéressant, c'est c'est un peu comme des rappels. C'est un peu comme un truc qu'on colle comme ça pour se rappeler. Le porte-bouteille. Pharmacie. J'ai trouvé qui passe très bien en post-it. Étant donné, effectivement, il y a deux trous. On met ses deux yeux dans la porte pour voir cette espèce de scène à la fois de viol bucolique et allégorique. Alors ça, c'est plus difficile peut-être à identifier, mais en fait, c'est un crayonné dans le train, parce que ça bougeait beaucoup, de l'élevage de poussière, qui est d'ailleurs signé et Marcel Duchamp et Man Ray. Et voilà, j'en suis arrivé là. Là, c'est vraiment le dernier travail. Mais je l'ai fait un peu par symétrie commanditée. C'était pour l'opération du CAC. Alors, quel plan tu veux, toi? Dis-moi. Mais alors, Je peux arranger des choses? T'es venu m'as dit la l'autre fois, comment t'en es venu à Duchamp, toi? J'en suis venu à Duchamp comme peintre. Parce que, évidemment, ma génération, c'était Duchamp l'anti-peintre. Du coup, comme j'étais un petit peu, un petit voyou,
Je me suis dit, tiens, je vais faire de la peinture, comme ça va emmerder le monde. Voilà comment Duchamp, ça a été le zéro négatif. Et grâce à ça, j'ai compris après ce que c'était Duchamp. Quand j'ai regardé, ça a été rapide. Quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, ah ben non, c'est pas du tout ce qu'on en dit. C'est un nouveau peintre, Duchamp. Il a inventé une nouvelle peinture. Une peinture de son temps, qui prenait en compte les technologies de son temps. Mais souvent, on dit, ah, il a arrêté la peinture parce qu'il n'était pas très bon. Il n'était pas très bon avec les moyens de la peinture classique. Mais si on regarde bien, avec Étant donné et le Grand Vert, c'est deux grandes peintures. C'est comme la Joconde. Oui, mais enfin, les ready-made, c'est quand même pas des... Les ready-made de Duchamp, si, les ready-made, c'est au contraire, c'est ça la Joconde. C'est-à-dire que c'est la chose qu'on ne peut pas regarder, tellement on en parle. C'est comme la Joconde, on ne peut plus la voir. Il y a toujours des milliers de gens, il y a une plaque de verre devant, enfin, personne ne la voit vraiment. C'est un peu comme la pissotière, personne ne l'a vue, et tout le monde en parle. Parce que les objets qu'on voit de Duchamp, ce n'est pas des ready-made. Hein. C'est des éditions faites par des grands artisans d'art, super pro. Mais Duchamp, c'est un peintre. Il a mis juste 50 ans à faire 2 tableaux, mais... Tu vois, regarde. Picasso en 5 minutes. En 5 secondes. Petit poisson. Tout est des ready-made. Là, ça, ce sont des ready-made, mais hyper assistés. Ouais, là, ils sont carrément subventionnés. Hein. Ça, c'est des trucs sûrement pour des bonbons et des biscuits, ou des chocolats. Et puis ça doit être un blister, je sais plus. Un truc ovale. Tu blisters, là, en fait. Ouais. C'est ces générateurs de formes incroyables. Regarde, c'est des formes très, très industrielles. C'est les formes de notre temps. Ça, c'est un truc pour allumer le barbecue, tu vois. Ça devient après une arme super design. Je devrais être décorateur pour Lucas, moi. Et donc, Duchamp, il est où là-dedans? Il est que, par exemple, Duchamp, du coup, il nous a fait regarder ces formes qui étaient des formes viles. Et il les a chargées, tu vois. Il les a fétichisées. C'est ça qui m'intéresse. Il était marxiste, hein. Il avait une vision de la fétichisation comme ça, des objets. Il savait que c'était des choses de pouvoir et de combat. C'est des ready-made hyper assistés, encore une fois. C'est-à-dire que c'est c'est un bidon d'huile de bagnole que j'ai défoncé à coups de marteau. Et une fois que il est apparu un visage, avec les trous, tout ça, je l'ai transformé en idole, en masque de cérémonie, ou en païen, quelque chose des idoles païennes, c'est ça. Donc le ready-made, je l'ai presque transformé en quelque chose d'idolâtre. Tu vois, que ces objets soient comme des sculptures africaines d'une ancienne civilisation qui est idolâtrée, avec les bidons d'eau, les bidons d'huile et les bidons de javel, tu vois. Donc on va commencer par celui-là. D'accord. Je dis, tu vois, là, pour moi, ça c'est comme la roue de bicyclette. Ouais. C'est-à-dire c'est un collage très simple de 2 formes issues de blisters ou de l'industrie des objets, tu vois. Ça, c'est sûrement un truc de décor de Noël, une boule, une guirlande. Et ça, c'est des moulages de bonbons qui ressemblaient à des cornets. C'était des trucs de ma fille. Ça ressemblait à des glaces, à une boule. Et donc, j'ai fait un collage légèrement sculpté. Souvent, ça se sculpte parce que je casse un bout par hasard. Et après, le reste, c'est de l'habillage spatio-temporel. C'est-à-dire que c'est du bitume.
en plus. Pour moi, le bitume, c'est comme l'or d'aujourd'hui. Enfin, c'est l'or noir. Au lieu d'être en or, c'est en bitume. C'est le truc le plus précieux de notre époque. Et après, c'est présenté comme un objet qui n'a plus d'âge. Mais à l'origine, ils sont comme ça. Là, tu as la pièce brute, tu vois. Et donc là, ben là aussi, ça doit être des trucs de bonbons. Ça, c'est sûrement... ça, c'est une louche. C'est le moulage d'une louche. Ça, c'était une petite clé USB. Pas une clé USB, une carte USB, je pense. Et ça, c'est un truc pour les chiottes. Tu vois, un machin qu'on accroche, là, qui sont bons. Tu vois, là, on a la forme ici, plus travaillée. Et donc, ce simple collage fait que cet objet devient une idole ancestrale, alors que ce sont des objets qu'on voit tous les jours, presque. C'est un peu le moule de Duchamp, quand il fait l'objet d'art. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un vide et il coule quelque chose dedans, et ce vide devient un plein, et ce plein devient un sexe masculin. Alors que ça part d'un sexe féminin, et il sort un sexe masculin. Donc il y a, en moulant le vide, il redonne à la féminité son négatif masculin, quoi, tu vois. Ces objets, peut-être celui-là, s'il n'est pas perdu dans 5000 ans en disant oh, c'est quoi ce truc, ça vient de quel pays, tu vois. Les gens ne vont pas reconnaître la tétine et tout ça, quoi. Alors que en plus, c'est imprimé 3D. C'est un fichier, c'est même plus une sculpture. Cet objet, c'est un fichier. C'est-à-dire on pourrait le reproduire en millions d'exemplaires. Instantanément, quasiment. Et dans tous les pays en même temps. Parce que ça n'existe plus, en vrai. Ça qui m'intéresse, c'est que ça ressemble à des fétiches, alors qu'en vrai, c'est des fichiers. C'est des chiffres. Tu vois, ça n'a plus de matière du tout. Ça pourrait être hyper démocratique, c'est-à-dire, je devrais les foutre comme ça, en libre service, sur Internet, et les gens se l'impriment chez eux, et le décorent un peu comme ils veulent aussi, tu vois. Et une machine célibataire, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est une machine qui a des problèmes humains. D'accord. Tu vois qu'il y a des dysfonctionnements humains. Une machine qui va développer, comme les robots de science-fiction, un bug qui fait que du coup il est triste, tu vois. Une machine triste. Et oui, qui a bugué, mais qui a réincarné son bug comme quelque chose de vrai, et qui continue avec ce bug à développer quand même de la recherche et du calcul. Le nu descendant dans l'escalier de Duchamp, c'est la peinture du XXe siècle, dans le sens où il peint une chose que jamais personne n'a peinte, c'est-à-dire qu'il prend son modèle de peintre, sa muse, enfin, son nu, sa pose, et il la peint au moment où elle sort de l'estrade de la pose. Quand elle redescend de son piédestal. Et ça, c'était nouveau dans l'histoire de la peinture? Ben, c'est un sujet que personne n'avait jamais peint, un mec qui se barre de la scène. Toute la peinture est faite pour créer des scènes. Là, le mec il dit oh, non mais vous barrez pas, vous sortez du cadre. Il peint sorti du cadre. On les fait coulisser. Et donc tu as choisi quand même d'afficher Marcel Duchamp, alors que tu avais Marcel Duchamp 2 LE, alors que tu avais d'autres possibilités. T'as choisi quand même... Mais c'est le premier, lui, il est emblématique. C'est le premier, c'était le plus évident, et effectivement, il reste là. C'est pour une raison plastique, tu veux dire? C'est pas une... Non, c'est aussi une figure tutélaire, c'est Rose, c'est Marcel et Rose c'est la vie en même temps. C'était pas seulement le masculin qui devenait féminin, hein, c'est important. C'était aussi les rares exceptions féminines qui devenaient masculines. C'est pour ça qu'il y avait Louis Bourgeois, que je voudrais faire Berthe Morisot. Et je me suis demandé comment justement faire Rose c'est la vie, le retourner en masculin. C'est le premier que j'ai fait pour ça, parce que c'est aussi un portrait de Rose c'est la vie, puisque Duchamp a son alter ego féminin. En fait, lui, il a induit ce dispositif, en fait, comme ça, de bisexualité.
psychique, artistique, etc. Ce que Duchamp a pensé, c'est vraiment ça, c'est de sortir du binarisme ou pour être dans le et ça c'est énorme. Il a fait que le masculin n'est pas forcément lié à homme en plus, et que le féminin n'est pas forcément lié à femme. C'est totalement précurseur. Donc il ouvre tout, il ouvre les formes, les genres, la pensée, les catégories. On retourne par là. On va être obligé de le retourner et de le mettre sur pied. Et c'est là que le soleil arrive. Le soleil, les taches de soleil. Et puis on peut soit le mettre là, mais comme ça vous voyez, oh, tu peux le poser, il va tenir. Est-ce que tu vois par exemple un rapport entre, comment dirais-je, cet aspect médiatique là, et Duchamp? Ça pourrait, mais ça veut dire aussi que du coup il y a un aspect médiatique sur le bar aux Folies Bergères, hein. La figure qui était très forte pour lui, Duchamp, c'est Manet. Cette énigmatique serveuse dont elle est là pour créer un rapport avec le consommateur, qui n'est pas visible dans le tableau, bien qu'on voit son dos dans la glace, ce qui suppose que c'est nous, spectateurs arrivant devant le tableau, qui allons entrer en relation avec elle. Cette figure de la serveuse, elle a cette ambivalence-là qui est duchampienne. Duchamp, il a son double avec Rose C'est la vie, et Manet, il a son peintre, son double avec Berthe Morisot, qui est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'art. Ou à la limite, entre Manet et Berthe, ce qui se passe, c'est au milieu. On s'en fiche des deux pôles. C'est vraiment c'est entre eux qu'il y a quelque chose qui se joue. Machine célibataire, ben ouais, parce que ça n'a pas besoin d'être fécondé par autre chose. C'est vraiment comme un truc qu'on plante dans un champ ou quelque part et qui va fabriquer des tableaux. Qu'est-ce qu'elles font les ailes là? Ça produit de l'énergie, ça fait tourner la machine, la roue, et ça produit des tableaux. Et le fond, c'est du langage. Voilà. Et l'urinoir, il fait quoi là? Alors, c'est le centre, c'est le moyeu, j'ai l'impression, non? L'urinoir, c'est la pensée cosmique de l'ensemble. C'est aussi la fixité qui est remise en mouvement. Ça, j'y tenais dans cette série. C'est pour ça que j'ai remis l'urinoir est transporté par des ailes qui sont un mouvement. Et parce que l'urinoir, c'est quand même la robinetterie, la faïence, c'est quelque chose de lourd. Et puis ce qui a accompagné l'urinoir, le ready-made, c'est lourd pour la peinture. Parce que ça dit qu'il n'y a plus de peinture, qu'on arrête de peindre. Donc c'est un statement qui est un peu rigide. Donc moi, j'ai joué avec ça pour essayer de le remettre en jeu à l'intérieur de la peinture. Et ceux qui disent que Duchamp a tué la peinture, qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, je réponds que bête comme peintre, c'est une coquetterie et que je ne pense pas c'est une figure de style. Parce que Duchamp, il a fait le ready-made aussi à un moment de l'industrialisation et c'est aussi une remise en question du geste par rapport à l'objet manufacturé, etc. J'aime bien qu'on gradue tout ça, alors que le ready-made est quelque chose d'un peu... monolithique. Ouais, c'est ça. Et que ce qui m'intéresse chez Duchamp, c'est plus la binarité, pas la fin de la binarité plutôt. Je trouve que son principe d'alter ego féminin, il a une pérennité bien plus grande que le ready-made. Parce que là-dessus, je pense qu'il a tout compris. Ce qu'il a compris par rapport à la société industrielle était temporel. Ce qu'il a compris par rapport au masculin et au féminin et à l'ouverture de catégories, c'est éternel. Celui-là, ça va te le porter. Et moi, j'aère, je modifie un peu, je tempère le ready-made de Duchamp par le principe d'équivalence de Filiou qui dit bien fait, mal fait, pas fait. Pas fait on pourrait rajouter bien fait, mal fait, pas fait, déjà fait. Ready-made. J'aime bien chez Duchamp le côté bricoleur, hein, tu vois. Et je pense que c'est même très important. C'est quelque chose qui reste très important pour moi, le faire.
la manufacture, le faire avec les mains, etc. Donc, et je trouve qu'on le sent vachement par capillarité. Il y a un truc, l'aura des pièces de Duchamp, on sent que ça a été fait, que ça a été bricolé. Ça a été bricolé comme on bricole dans sa pensée des choses. Même si on a des intuitions géniales, on les bricole pour les voir. Et on sent ça dans son travail. Et je pense que c'est un écueil chez des artistes qui font les choses trop bien, c'est qu'on perd ce bricolage qui pour moi est d'abord un bricolage mental. Celui-là. Donc là, sur le travail que tu es en train de faire, on a le passage des lettres qu'on voit là à la 3D en fait. Ouais, exactement, exactement. Je suis partie de ce langage que j'appelle le langage en vrac, qui ne signifie rien, qui est là comme matériau non constitué au niveau de la lisibilité. J'ai eu envie de faire sortir le langage du tableau. Et j'ai commencé par regarder ce que c'était que des lettres en volume. Et pour obtenir une lettre en volume, j'ai fait des moules de lettres et c'est là que les choses se sont précipitées parce que je suis restée fascinée par la puissance de la lettre en creux, du moule de lettres, au sens où du coup le langage devient un espace de circulation. Donc là aussi, un côté, si on parlait de Duchamp, il y a une notion d'ouverture et de capillarité, de circulation à l'intérieur du langage, en plus du fait que à plus grande échelle, ça peut devenir un espace comme un forum grec, un espace au sein de la cité où on s'assoit et où on parle ensemble. Et puis j'ai continué après à travailler en faisant des moules, donc de moules, ça s'appelle MDM, puisque c'est des moules de moules. Et là, par exemple, on voit un morceau de la matrice en 10, par exemple, ça serait ça, qui est là, au milieu, qui était en plâtre et qui était dans sa gangue en élastomère et dans la espèce de boîte bricolée. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai récupéré des palettes de tous ces éléments, qui sont beaucoup plus grands que ça, rangés, les originaux étaient rangés dans leur moule. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. J'ai récupéré les moules à la fonderie, et ça, je trouvais ça très très beau. Donc ils sont là à l'atelier et j'ai envie de les mouler en fait. Parce que là, on va encore plus loin dans ce côté habitacle du langage, mais un habitacle ouvert. Donc voilà, super. On descend vers toi. Ça va? C'est bon. Je le rattrape. Voilà. Oups, attention. Voilà. Voilà. Super.